Mesdames et messieurs, bonsoir. Faut-il réviser la Constitution du 25 février 1992? La question divise depuis quelques semaines au Mali. Si pour le gouvernement, l'heure n'est plus aux interrogations, le collège référendaire ayant été convoqué pour le 9 juillet prochain, la plateforme Ante Abana touche pas à ma Constitution dénonce, je cite, le caractère illégal, inopportun du projet et demande son retrait pur et simple. Faut-il réviser la Constitution du février 1992 et pourquoi? La procédure en la matière a-t-elle été respectée? Y a-t-il des innovations dans le nouveau projet? Y a-t-il véritablement un renforcement des pouvoirs du président de la République? Comment interpréter l'article 118 de la Constitution? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Professeur Younous Amé Diko, président de RDS et de la Convention de la majorité présidentielle. Docteur Brahima Fomba, enseignant. Dr Brahima Fomba représente également le collectif Ante Abana touche pas à ma Constitution. Également sur le plateau, Tibile Dramé, président du Parena, membre également de cette plateforme Ante Abana touche pas à ma Constitution. Et Makan Moussa Sissoko, ancien ministre, il est de l'ADEMA et de la Convention de la majorité présidentielle. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, un débat que nous voudrons serein et bénéfique pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent au Mali, en Afrique et partout dans le monde, puisque ce référendum au Mali intéresse même au-delà de nos frontières, un débat que nous voudrons donc serein avec la force des arguments. Première question, monsieur Fomba, on vous a suivi fréquemment à travers des contributions. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ce projet de révision constitutionnelle, d'abord dans la forme? Merci, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Maintenant, pour revenir à la question, vous me demandez ce que je pense de la procédure. Globalement, je dirais que la procédure est irrégulière. Elle est irrégulière. On le sentait venir par l'opacité qui a caractérisé son démarrage. Opacité, pourquoi? Si je compare cette procédure de révision constitutionnelle aux deux précédents que nous avons connus, elle apparaît comme la plus opaque, comme si cette opacité visait à occulter les irrégularités qu'on s'apprêtait à faire commettre en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Je prends d'abord la première expérience de révision constitutionnelle, c'était sur le président Alpha Oumar Konaté. On n'a jamais connu une telle procédure participative de la révision constitutionnelle qui avait commencé depuis le niveau régional, où on a organisé des concertations qui sont bouclées ici à Bamako par un forum global où tous les Maliens avaient à s'exprimer sur cette révision constitutionnelle. Donc, mais avec le président ATT, aussi je considère que globalement, elle a été plus participative, parce que même si un comité d'experts avait été mis en place, qui avait auditionné, on a remarqué qu'à la fin, les résultats produits par ce comité d'experts ont été largement publiés, largement diffusés. On n'a jamais autant diffusé un document de travail dans toute l'histoire juridique, en tout cas ma connaissance au Mali. Mais celle-là, elle a commencé en catimini par un comité d'experts, pour faire rapidement, un comité d'experts qui a travaillé, et puis après, on a pris les résultats de ce comité, on les a jetés à la poubelle. On a sorti avec notre projet, on ne sait pas c'est venu d'où. Un projet mal écrit, du point de vue formel toujours. Donc on a envoyé à l'Assemblée, ainsi de suite. Je peux continuer le chapelet des irrégularités. On va revenir vers vous. Je vois M. Makamoussa Sissoko sourire, qui semble ne pas être d'accord avec ce qu'avance M. Fomba. Merci, M. Tarala, de l'occasion que vous nous donnez enfin de nous expliquer sur ce processus qui a été lancé. Comme il l'a dit lui-même, depuis 1999, les concertations nationales, la table ronde de Bamako, s'il connaît les conclusions de la table ronde de Bamako, il serait à l'aise de constater que tout ce qui est dans ce projet a été déjà acté dans la table ronde de Bamako. C'est la table ronde de Bamako qui a dit de ramener les institutions à 6. C'est la table ronde de Bamako, les résolutions sont disponibles, qui a dit
de donner un mandat unique au Conseil, à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, et de faire désigner le président par le président de la République. C'est la table ronde de Bamako qui a dit de transformer le Haut Conseil en seconde chambre. Moi, je veux qu'on ait des débats sereins, qui nous disent exactement ce qu'il y a dans ce texte, qui n'est déjà pas été acté dans les précédentes procédures de révision. La seule nouveauté, ce qui a été introduite par le comité d'Abadiawara, dont je faisais partie, a été de dire que de ramener la réalité des faits dans la Constitution en disant que c'est le président qui détermine la politique de la nation. C'est tout ce qui est nouveau par rapport à 2001 et 2012. Et aujourd'hui, en 2013, il n'y a rien. Et puis, qu'on se le dise, l'initiative de la révision de la Constitution au Mali appartient au président de la République et aux députés. Maintenant, c'est le peuple qui va trancher dans les débats. Moi, je veux qu'on parle concrètement de ce qu'il y a dans le texte. Ce que le comité d'experts a fait, c'est que, non, la révision, c'est l'exécutif et le législatif qui se mettent d'accord sur une loi. C'est cette loi qui est soumise à un référendum. Bon, on est à cette étape seulement. D'accord. Voilà. On va revenir dans le fond, dans ce qui est exactement dans le document. Monsieur Dramé, à ce niveau du débat par rapport à la procédure, est-ce que vous pensez aussi qu'elle a été inclusive, pas du tout inclusive? Je pense que la constitution actuelle, celle qu'on tente de réviser, a été adoptée pendant la conférence nationale souveraine, au lendemain de la révolution démocratique. Donc c'est le produit d'un consensus. Et quand on veut toucher au produit d'un consensus, on crée les conditions du dialogue politique, les conditions de la concertation. Depuis que le président Ibeka est là, on n'a pas entendu un seul jour, nulle part, qu'il y a eu le moindre début de concertation, de dialogue politique en ce qui concerne la révision de la Constitution. Pour moi, c'est la tare congénitale de cette révision constitutionnelle. On ne touche pas à un consensus républicain, c'est même le dernier vestige du consensus républicain de 1991. On ne lui donne pas un coup de pied de cette manière-là. Je crois qu'il n'y a pas un seul homme politique de la majorité, personne, de la majorité qui a été associé, je ne parle même pas de l'opposition, qui est bafouillée ici, qui est piétinée. Qu'on me cite le nom d'une seule personnalité de la majorité qui a été impliquée dans ce processus. On a créé un comité d'experts, comme il a dit, qui a travaillé des mois durant, qui de l'avis de tous a fait un travail sérieux, méticuleux. On a mis le travail dans la poubelle. On a fait faire une constitution par je ne sais qui, par des mains obscures, dans des conditions d'opacité incroyables. Oui. Absolument incroyables. On a organisé un conseil des ministres expéditif le 10 mars, qui n'est pas un conseil des ministres, où les ministres n'ont même pas eu connaissance du projet de constitution. On a fait ça en catimini, on l'a envoyé. S'il vous plaît, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. On va passer sereinement. Chacun aura la parole. On va pas parce qu'on n'est pas à la table du conseil des ministres, on n'est pas dans les cabinets noirs. Dans les cabinets noirs qui ont écrit cette constitution, que nous n'avons pas d'informations là-dessus. Ça a été fait de façon expéditive, à la va-vite. C'est un travail tellement léger que les députés ont eu à quasiment réécrire tout. Et vous-même, vous en convenez. Tantôt. Mais moi, pour terminer, c'est vraiment, j'éprouve une petite gêne. Parce que les représentants de la majorité qui sont ici, j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre eux. Le professeur a été mon professeur. Je suis sûr et certain que s'il avait été associé à ce travail, on n'aurait pas eu ce mauvais projet de constitution qu'on a eu. Parce que je sais qu'il est rigoureux, qu'il est exigeant. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, professeur, vous ne les laissez pas venir s'expliquer. Pourquoi vous ne laissez pas les gens du RPM, de dimanche prochain, ils seront là, du gouvernement venir s'expliquer eux-mêmes face à l'opposition. Vous savez, on est un peu gêné que ce soit vous. Professeur. Pourquoi vous voulez les défendre? Laissez-les se défendre, ils sont assez grands. Maintenant, la parole au professeur par rapport à la procédure. Merci bien. Je pense que moi, je ne suis pas constitutionnaliste. J'ai du bon sens. Et je crois que ce qui est important, c'est les résultats que nous devons examiner. Ce qui est écrit dans ce projet de constitution qui ne l'est plus, qui est la loi constitutionnelle qui va être soumise au peuple malien, je voudrais qu'on en discute plutôt
que d'opacité, parce que je ne vois pas comment on peut discuter d'opacité. L'opacité en elle-même interdit de comprendre, interdit de voir. Donc on ne peut pas mettre sur la table la notion d'opacité pour discuter. C'est un constat. Oui, constat ou pas, la notion d'opacité est contraire à la l'opacité. C'est contraire à la lumière, c'est contraire au débat. Oui, on la constate. On constate la lumière et l'opacité. D'accord. Docteur Fomba, est-ce qu'on peut reprocher question professeur? Juste pour qu'ils nous disent qui a écrit le projet. D'accord. Qui est venu devant l'Assemblée nationale. Peut-être on va venir à cette question-là. C'est qui les auteurs? Il ne m'appartient pas de savoir qui a écrit. D'accord. Qui a écrit les... Oui, mais il y a d'accord. On va avancer dans le débat. Le comité d'experts a fait un excellent travail. Oui. Est-ce que vous avez comparé le travail de ce comité d'experts Je l'ai comparé avec ce texte? On l'a comparé. Je connais ce texte. Moi, je l'ai comparé. Les incohérences du projet sorti de je ne sais où, ça n'a rien à voir avec le de la loi. On ne discute pas. D'accord, on va s'écouter un à un. Pour vous, c'est la loi, pour nous, c'est le projet, parce que le peuple n'a pas de on va s'écouter un à un. On a à l'entame de l'émission, on a promis tous les 5 autour de ce plateau d'être serein, vraiment courtois, pour que tout ce qui nous regarde ne puisse pas perdre le fil. Docteur Fomba, est-ce qu'on peut reprocher au projet son caractère inclusif, puisqu'on a vu l'Assemblée nationale être allée à la rencontre des Maliens au niveau des régions? Ça, c'est un début d'implication aussi, on ne peut pas le nier. Oui, mais je pense que ce début d'implication, pour moi, ça fait honte à la procédure de concertation gouvernementale. En quelque sorte, l'Assemblée a fait la leçon à son gouvernement pour lui dire qu'une loi fondamentale ne s'écrit pas dans un bureau. Ça s'écrit avec le peuple malien, parce que c'est la loi du peuple malien. Donc, quand le gouvernement se cache en catimini pour rédiger un texte, mal rédigé un texte, parce que je n'ai jamais vu un texte aussi mal écrit. Je me suis dit, mais qui a pu écrire ça? Même des étudiants de primaire n'écriraient pas des textes de cette façon. Donc, quand le gouvernement fait ce travail et qu'il envoie un document inexploitable à l'Assemblée, l'Assemblée est obligée de sortir des cadres de l'hémicycle pour aller sur le terrain. Habituellement, les auditions de l'Assemblée se passent où? À l'Assemblée. Mais le texte était tellement mal fait que l'Assemblée s'est cru obligée de sortir de l'hémicycle, d'aller faire le travail que le gouvernement aurait dû faire. Donc moi j'ai même dit, je remercie les députés pour ce travail-là. D'accord. On va laisser réagir M. Sissoko. Il y a quand même, avant il faut rétablir une chose. D'accord. La révision de la Constitution, la procédure veut que l'exécutif et le législatif se mettent d'accord sur un texte. Ils sont en train de parler du projet du gouvernement. On a dépassé ce stade. C'est maintenant ce qui est sorti de l'Assemblée, c'est la loi constitutionnelle qui a été votée par l'Assemblée nationale qui fait l'objet de débat. Sinon, les concertations, il y en a eu tellement. Tous les partis politiques, en tout cas les partis de la majorité, ont été associés à ce travail. Et l'État? Oui, de toute façon, ça a été fait non, avant l'Assemblée. Ah bon? Si on peut peut-être me laisser... Regardez-moi, je suis de la majorité, je ne sais pas si vous êtes de l'opposition, je suis de la majorité. Je sais que les partis de la majorité ont participé. D'accord, s'il vous plaît, si on peut me laisser poser des questions, ça va nous permettre vraiment d'avancer. Donc c'est la loi la loi qui est le résultat de la concertation entre l'exécutif et le législatif. C'est cette loi. Ce n'est plus un projet, Monsieur le Président, c'est déjà la loi, c'est voté, ça ne deviendra la Constitution que quand ce sera approuvé. Mais la loi constitue, ce n'est pas un projet, c'est une loi votée. Le projet est ce qui vient de l'exécutif. Donc, c'est la loi. Toute décision de l'Assemblée nationale votée, délibérée est une loi. Ok, on va rester avec vous, M. Sissoko, avec cette question. On sait que le président Alpha Omar Konaré avait tenté un projet de révision. Amadou Toumani Touré aussi avait tenté. Le gouvernement a donné une explication par rapport à ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations de ce projet de révision constitutionnelle? Oui, comme je vous ai dit, la constitution de la Troisième République a été votée par la conférence nationale en 15 jours. Donc, il y avait des problèmes. Il y a des problèmes dans cette constitution. Tous les présidents successifs ont essayé
de réviser cette constitution. Le président Alpha Oumar Konaré a organisé des concertations régionales dans toutes les régions du Mali. Ensuite, la table ronde qui a regroupé des experts maliens, étrangers, ici à Bamako. Et c'est le fruit de cette concertation qui a donné la révision de 2001. Cette révision j'ai dit cette concertation avait déjà toutes les demandes formulées par les partis politiques et la société civile ont été prises en compte dans la révision de 2001. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons politiques que vous savez. Ensuite, le président Antoine Touré a repris toutes ces propositions de 2001 et avec le comité d'Abba Diawara a ajouté un seul point nouveau, c'est la définition de la politique du gouvernement par le président de la République. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta a créé le comité d'experts en leur donnant le soin de prendre en charge toutes les avancées des précédentes tentatives de révision. Donc tout ce qui était acquis, on ne revient pas là-dessus. Et ce comité d'experts a pris en charge toutes ces tentatives de révision. Et c'est la synthèse de tout ça qui est là aujourd'hui. C'est la troisième tentative. Et toutes les avancées de 2001, de 2011 sont déjà là. Comme ils disent, ce qui n'est pas... Mais dites un exemple. Mais donnez-moi la parole, je lui dis ça. D'accord. Vous allez avoir la parole, mais je voulais faire réagir M. Dramé par rapport à ces motivations-là, ces motivations dont vient de parler M. Sissoko comme explication au présent projet de révision constitutionnelle. Moi, je comprends. Les tenants du pouvoir autour de cette table sont mal à l'aise de parler du processus de production de cette constitution-là. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas le défendre. Ils savent qu'il y a eu du mauvais travail qui a été fait. Et que le travail final a été fait par des petites mains dont on ne sait pas qui. On ne sait pas combien ils ont été payés, ceux qui ont produit ce mauvais travail-là. Moi, je ne félicite pas les députés. Les députés ayant constaté l'énormité des incohérences et de la mauvaise rédaction auraient dû renvoyer au gouvernement sa copie. C'est ça qui s'est fait ailleurs. C'est ça qui est normal. Quand un gouvernement travaille mal, ce n'est pas aux députés, à la commission loi, de reprendre le travail du gouvernement, de réécrire le projet venu du gouvernement, de procéder à des écoutes ici, à l'intérieur, etc., de déposer 80 amendements complétés par les 42 amendements de l'opposition. Je pense que tout ça, c'est pour éviter de retourner au gouvernement son mauvais travail. Alors pour moi, il n'y a pas de motivation. Il y a cette révision, ce projet de constitution, pour moi, il restera projet tant que le peuple souverain du Mali ne l'a pas adopté. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est du mauvais travail. Je ne vois pas, c'est une révision pour rien. Sauf à renforcer les pouvoirs du président de la République, à faire de lui un monarque. N'est-ce pas? En dehors de cela, je ne vois aucune raison de procéder à cette révision. Parce que même invoquer l'accord d'Alger, je trouve que quelque part, il y a du faux là-dedans, il y a de la fourberie, parce que aucune disposition de l'accord d'Alger n'a été reprise dans le projet de constitution, sauf la référence au Sénat. Or, le ministre Daba voulait déjà introduire le Sénat. En ce moment-là, vous étiez membre de son comité d'experts, du CAI. En ce moment, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas de rebelles, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'accord d'Alger. Il n'y avait pas d'accord d'Alger. Il y a l'accord d'Alger 2006. D'accord. Il n'y a pas que l'accord d'Alger, l'accord de Bamako. Si l'accord d'Alger 2006, l'accord d'Alger 2006 n'a fait aucune référence à une quelconque possibilité de représentation des populations. C'est l'accord d'Alger 2015 qui parle de cela et qui ne le parle même pas en termes de Sénat comme tel. Du Sénat, Conseil de la Nation ou toute autre dénomination. Cela veut dire qu'on aurait pu garder le Haut Conseil des collectivités, qu'on n'avait pas besoin de dire la procédure législative. D'accord. Monsieur l'excellent ministre des Affaires étrangères, que vous êtes et dont je me souviens, je veux seulement dire que... On est sur les motivations. Oui, c'est ça. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a aucune raison, aucune motivation de la révision constitutionnelle. Mais moi, j'affirme qu'il n'y a aucune raison, aucune motivation de leur opposition farouche à cette loi qui va aller en référendum.
les chemins qui ont été parcourus n'ont rien à voir avec les textes qui est là, sauf pour le mieux valider. C'est évident que l'Assemblée nationale doit faire des enquêtes, doit écouter des gens, ceux qui n'ont pas été écoutés, et les précédentes tentatives. Seul sous Alpha, il y a eu un forum. Je m'excuse, j'ai été dans toutes les constitutions ou les révisions de constitution du Mali. J'étais constituant en 91. Je suis d'accord avec le président Djemlé quand il dit que c'est un grand consensus du peuple malien et c'est effectivement le peuple qui a écrit la constitution de 91. Les experts, vous, on ne vous a consulté que pour écrire. L'écriture seulement. Les idées étaient à nous. Donc je comprends parfaitement que certains, je dirais des nostalgiques, si je vois les thèmes, pensent que chaque fois qu'on va faire une révision constitutionnelle, c'est les mêmes forats qui vont recommencer. Non. Il y a eu des acquis, on les prend, on les améliore, etc. etc. Et la loi de 92, la constitution de 92, est en son sein la manière dont il faut la réviser. Donc c'est ce qui s'est passé. Et moi je pense que, à part Alpha qui a fait le forum, la tentative de révision amenée par ATT n'a réuni qu'un comité. Et je vous assure que je disais la même chose avec la révision que ATT avait introduite. Je disais la même chose, que je n'étais pas au courant, parce que je n'avais pas été consulté. Mais je ne suis pas le seul au Mali. Donc je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à la manière dont on introduit cette révision. Et ce qu'on peut discuter, je l'ai dit, c'est la loi qui est là. C'est fini tout ça. C'est ça qui va passer devant le peuple malien. Si vous avez des partis qui vous paraissent inadmissibles pour la République du Mali, pour les citoyens que vous êtes et pour les citoyens que je suis, si vous pouvez me sortir dans cette loi, ce qui n'est pas acceptable, je vais vous suivre. On va revenir. On va relier ce soir à un membre important de la majorité. D'accord, il va nous suivre. Si on arrive à lui démontrer. Oui, on va rallier un membre important de la majorité. On va entrer dans le fond, professeur, on va entrer dans le fond, mais pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'est bon aussi qu'ils sachent un peu par où est-ce qu'on est passé avant d'en venir là. On était sur les motivations, docteur. Oui, je suis désolé, je m'excuse. Il y a un point, nous devons dire la réalité juridique aux Maliens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question. Moi, je mets de côté la question des concertations, qu'on peut à la rigueur considérer comme un bonus. Franchement, cette absence de concertation ne pose pas directement un problème juridique d'irrégularité formelle. Qu'est-ce qui pose un problème d'irrégularité formelle? Nous ne pouvons pas l'occulter parce que c'est la réalité. La loi que vous voyez maintenant, quand c'était un projet, le projet n'avait pas la forme d'une loi de révision, mais plutôt la forme d'une nouvelle constitution. Ça, c'est irrégulier, c'est contraire à la constitution. Deuxième élément, il a dit la loi votée par l'Assemblée. Très bien. Vous connaissez très bien la procédure, monsieur Cicero Grand Frère. La loi votée par l'Assemblée. La Constitution dit que c'est cette loi votée par l'Assemblée qui est transmise à la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a reçu? Elle a reçu tout sauf la loi votée par l'Assemblée nationale. Vous avez dit que ça c'est régulier? La Cour constitutionnelle elle-même l'a dit, M. Martin, je t'ai dit. Si vous n'avez pas vu l'avis de l'accord, je vous invite à lire l'avis de la Cour constitutionnelle. Elle a dit qu'on a déploré. La Cour a dit que c'est quand même bizarre parce que ce n'est pas sur cette forme qu'on présente une loi. La Cour a fait la leçon au gouvernement. Elle lui a dit que les documents qui lui ont été transmis étaient des documents irréguliers qui étaient constitués simplement des amendements effectués par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée a envoyé des documents d'amendement à la Cour ou le gouvernement.
Donc la Cour a travaillé, non pas sur la loi votée, mais sur les amendements. Ce qui est une irrégularité, une violation flagrante de la Constitution du Mali. La Cour conseille elle-même la signale. Deuxième élément, je vais continuer comme ça. Hein. Les questions de forme, je ne parle même pas de l'article 118, où vraiment on a dit tout et son contraire. On va parler de l'article 118. Voilà, parce que ça c'est la forme aussi. Hein. Vous avez dit, on n'est pas dans le fond. On n'est pas dans le fond. Ok, très bien. Bon, pour la forme, il faut arrêter. Parce qu'on a dit, l'article sur la révision de la Constitution, c'est très clair. L'initiative appartient au président de la République ou aux députés. Mais c'est la loi constitutionnelle, c'est-à-dire une fois que si c'est le gouvernement qui envoie le projet est étudié par l'Assemblée, l'exécutif et le législatif se mettent d'accord sur la loi. C'est cette loi qui peut être à débat. Tous les projets avant, c'est pas notre problème, ça ne concerne pas. C'est la loi qui est aujourd'hui soumise. Est-ce que c'est le projet qui est soumis à la population? La population n'a même pas vu le projet. Non, on était en train de faire un travail. Donc c'est la loi qui est sortie de l'Assemblée qui fait foi. Et c'est cette loi qui est soumise à l'appréciation de la population. Ce n'est pas comme ça la procédure. Je suis désolé, c'est on va parler les gens. Nous devons dire la vérité aux Maliens. D'accord, on va avancer. Pas au quelqu'un de toi. C'est vous qui ne connaissez pas. Non, s'il vous plaît, pas d'invective. Dès le début de l'émission, on a tous promis de débattre sereinement, calmement, sans invective et assister à la forme des arguments. Question au professeur, je vais en venir à vous, M. Dramé. L'autre grief du collectif Ante Abana touche pas à ma constitution, c'est l'article 118, où lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays, professeur Diko, il saurait y avoir de révision constitutionnelle. Qu'est-ce que la convention de la majorité présidentielle a dit par rapport à ça, l'article 118? J'ai deux réponses. Bonne question. La première, l'article 118. Vous avez dit 118. Oui. 1.1.8. L'article 118 de la Constitution, de la loi, dit ceci. Moi, je parle de la Constitution de février 92. D'accord. Ouais. D'accord. Alinéa 2, 3. D'accord. Mais ça, c'est l'ancienne Constitution. Ouais, donc, je vais donner... c'est la Constitution actuelle. Oui, d'accord, je vais pas l'ancienne. J'ai dit que je vais donner deux réponses. Okay. La première, c'est que quand je lis ici, l'article 118 de cette loi dit que la Cour suprême est considérée par un magistrat nommé par décret du président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas l'article 118. Non, oui, ça c'est l'article 118. Moi je parle de l'article 118. C'est pas l'ancien. La Constitution. La Constitution. Attention, il faut que c'est la Constitution. Le projet n'est pas encore Constitution. La première, c'est que cette loi que j'ai sous les yeux, l'article 118 dont vous parlez n'est pas là. Monsieur Diko, professeur Diko, je vais préciser ma pensée, c'est moi qui ai posé la question. Je connais votre... Selon l'article 118 de la Constitution du 25 février 1992, alinéa 2, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du pays, il ne saurait y avoir de division. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le Mali n'est pas dans ce cas-là. Je n'ai pas dit que l'article 118 n'est pas un point qu'on peut soulever pour exprimer la nouvelle constitution si le Mali était dans ce cas. Le Mali n'a pas une portion de son territoire qui est occupée par des forces étrangères. Il n'y en a pas. Il y a une rébellion dans le pays, il y a des rebelles qui sont là. Lorsque nous considérons le cas de Kidal, parce que c'est ça que vous avez tous dans la tête, nous connaissons tous Kidal. Kidal n'est pas un territoire étranger, c'est un territoire malien. Aujourd'hui, comme hier, les forces armées maliennes sont présentes à Kidal. Ah bon? La MINUSMA est présente à Kidal. Le Barkhane est présent à Kidal. Et toutes ces forces sont à Kidal par la volonté souveraine de la République du Mali. C'est nous qui avons mis Barkhane à Kidal. C'est nous qui avons mis
MINUSMA à Kidal. Comme la Cour C'est constitutionnelle, nous qui avons des forces armées à Kidal. vous pensez que c'est une insécurité résiduelle? Évidemment, c'est une insécurité résiduelle, c'est-à-dire c'est des Maliens qui se sont révoltés contre des Maliens. Certains sont là-bas, certains sont même à Bamako ici, et on ne peut pas dire qu'une partie du Mali a été fractionnée, occupée par une force étrangère. C'est pas une force étrangère d'abord. Même les MNLA n'est pas une force étrangère, c'est une force malienne en rébellion. Donc nous ne considérons pas que cet argument puisse être évoqué par des gens intelligents, des constitutionnalistes, des gens qui ont du bon sens, pour vouloir jeter à l'eau une constitution qui est plutôt la sauvegarde du Mali. Ok, vous avez fini sur cette question. J'arrête. Monsieur Dramé, sur l'article 118. Merci beaucoup. Même hier, le sang a coulé au Mali. En Mori, en Songo. 3 morts au Mali. Tout à fait. Depuis janvier, il y a eu au moins 500 personnes tuées au Mali. Les 2 tiers du territoire sont en proie à l'insécurité totale. Kidal, tout le monde sait que l'État malien n'exerce aucune forme d'autorité à Kidal, qu'il n'y a pas de FAMA à Kidal. Et s'il y a des FAMA, si, il y en a à Tessalit, mais ils sont cantonnés. Il y a en République du Mali, au cours de l'année scolaire qui se termine, il y a eu plus de 500 écoles qui sont restées fermées. Vous êtes professeur, vous êtes un enseignant. Je peux imaginer ce que cela est susceptible de vous faire. De voir des écoles fermées, des milliers de gosses qui ne vont pas à l'école à cause de l'insécurité. Il y a dans notre pays des otages. Il y a nos FAMA pris en otage l'année dernière à Napala, mais il y a également la religieuse colombienne, il y a la Suissesse, il y a la française de Gao, il y a l'agent de l'INPS, n'est-ce pas, Amadou Ndioum, qui a été pris en otage il y a quelques semaines dans la région de Mopti. Alors si vous nous dites que ça c'est l'insécurité résiduelle, c'est vrai que vous voulez fermer les yeux sur les tensions explosives qu'il y a dans le Kareri, qu'il y a dans le Nampalari, dans toute cette région de Nyono, Massina, dans toute la région du centre. Les exécutions sommaires qui ont lieu, des maires, des chefs de village exécutés sur notre territoire au cours de cette année, si vous voulez fermer les yeux sur cela pour dire qu'il y a une insécurité résiduelle, alors moi j'ai peur pour le Mali. Si c'est cela les dirigeants du Mali. Alors, mais je n'ai pas fini. Il y a une guerre civile en cours dans la région de Kidal. Ibnan et Imrad se tapent dessus, se livrent à des exactions. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Des hommes sont marqués au fer rouge, comme si vous voulez marquer votre taureau ou votre vache. N'est-ce pas? C'est là se passe le marquage au fer rouge. Ça se passe aujourd'hui et maintenant dans notre pays. Alors il y a un gouvernement à Bamako, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il sait faire? Je crois que la seule insécurité qui s'est aggravée depuis que le président Ibeka est au pouvoir, la situation sécuritaire s'est aggravée, aurait suffi pour ne pas s'aventurer, j'allais dire, dans cette aventure de vouloir réviser la Constitution, parce que le pays a d'autres priorités. Restaurer la paix, restaurer la sécurité, la stabilité, ce sont les priorités d'un gouvernement qui n'est pas déconnecté. Manifestement, notre gouvernement est déconnecté, mais je crois que sa majorité est totalement déconnectée également. Parce que les propos qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'expression d'une majorité qui ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Ok. Moi, je voulais les interpeller sur l'article 37. L'article 37, je voulais les interpeller sur l'article 37, parce que ça a un lien, ça est à l'intégrité du territoire. C'est l'article 37. La Cour constitutionnelle saisie pour donner un avis. La Cour constitutionnelle saisie pour donner un avis. Elle a mélangé la chèvre et le chou. Et elle a dit qu'il y a une insécurité résiduelle, on peut aller de l'avant. J'imagine qu'eux aussi, probablement, n'ont pas toutes les informations pour parler. Mais la Cour constitutionnelle a dit ceci, que le gouvernement, donc, Monsieur le Président de la République, le gouvernement et les députés ont occulté, c'est la Cour qui le dit, l'article 37 occulte la formulation du serment du Président de la République en ce qui concerne la garantie de l'indépendance de la patrie et de l'intégrité du territoire national. Ça a sauté dans la loi, puisque vous l'appelez ainsi, dans la loi votée par nos députés, amenée par notre gouvernement. Est-ce que cela veut dire quoi? Que l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire ne sont plus des valeurs cardinales
sur lesquels un président doit s'engager au Mali. D'accord. Alors, j'ai dit, ok, est-ce que, puisqu'il y a une harmonisation, moi je considère que cette constitution, sa caractéristique principale, c'est l'harmonisation, c'est la codification des dérives autoritaires. D'accord. Donc, est-ce que c'est le renoncement à la défense de la patrie? C'est le renoncement à la défense de l'intégrité territoriale. Et comment comptez-vous gérer ça? Parce que là, pour vous dire, monsieur sauter, c'est un accord entier. Monsieur Sissoko, il est revenu sur l'article 37. On était sur l'article 118. Moi, je pense que l'article 118, un moment on invoque la Cour constitutionnelle, à un autre moment on rejette ce que la Cour a dit. Je pense que ce débat a été tranché par la Cour. Effectivement, il s'agit d'occupation par des forces étrangères. Si vous pensez qu'on ne peut pas faire d'élection, vous convenez qu'il y a occupation? Non, j'ai dit que la Cour a dit que le débat est clos là-dessus. L'article 118 a été totalement respecté par le projet. Vous l'avez, vous lisez. Mais la Cour a dit son avis, ça ne clôt pas le débat. Pour les patriotes maliens, dans un cas, la Cour a répondu. Le débat ne peut pas être clos. Vous savez, qui est plus patriote que qui? C'est M. Sissoko qui a la parole. Qui est plus patriote que qui? On est tous des patriotes. Tout le monde aime ce pays-là. Personne n'a le monopole de l'amour de ce pays, c'est évident. On est tous des Maliens, nous vivons tous ici. J'aimerais voir ceux qui disent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire d'élection en 2018, ceux qui vont dire quand on va dire qu'on ne peut pas faire d'élection. Parce que vous avez ça en projet? Ça veut dire qu'il faut savoir, de toute façon, c'est pas la question. Je dis à l'Afghanistan, tout le monde fait des élections, même s'il y a une insécurité. L'insécurité ne peut pas empêcher une élection. Une élection, la révision de la Constitution est la solution, une des solutions au problème. Quand on veut résoudre le problème, on va avec les solutions. Pourquoi cette révision règle le problème de l'insécurité? Cette Constitution peut régler le problème, parce que ça fait partie des dispositions de l'accord. On n'est pas là. C'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir noyer le poisson. On est là voilà, du texte qui est sorti. Pour moi, une décision de l'Assemblée est une loi. Que vous le vouliez ou non, ça a été une loi qui a été votée par la majorité de l'Assemblée. C'est la loi constitutionnelle dont on doit parler. Tous les soliloques autour des considérations politiques, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Vous êtes je suis de la majorité présidentielle. Je dis, cette loi que nous proposons politique. Oui. Allez-y, terminez. On est là pour discuter aujourd'hui. Sinon, les politiciens, la campagne. Si on peut laisser M. Sissoko. Moi, je vraiment, chacun parle, je laisse tout le monde parler. On va laisser M. Sissoko terminer. Allez-y. Coupez. Quand le débat politique. Non, mais moi, je m'assume, je dis de le laisser terminer. Oui, je vais terminer simplement pour dire que la campagne là va commencer. Elle n'est pas encore ouverte. On va parler campagne. Pour moi, on est venu aujourd'hui parler juridique. Voilà, du texte. Maintenant, chacun va défendre. Maintenant, quand il s'agira de défendre le gouvernement, on a les moyens de défendre, on a des arguments. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour parler d'une loi. D'accord. Ouais. Et il faut rappeler aussi qu'on est là aussi, peut-être souvent de façon pédagogique, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Vous ne vous êtes pas prononcé sur l'article 118 avant qu'on entre dans les questions de fond, Dr Fomba. Très bien. Pour l'article 118, moi je vais commencer par faire une remarque. Parce que cette question, j'ai essayé de suivre l'évolution des positions sur l'article 118, parce que depuis la mise en place du comité d'experts, j'ai été parmi les premiers à soulever cette question. J'avoue même à l'époque, quand j'ai discuté de ça avec certains membres du comité d'experts, ils étaient très embarrassés. Ils me disent, mais c'est vrai. Hein? Alors, oui, tout à fait, parce que moi j'aime bien aborder les questions juridiques. Moi je ne suis pas politicien, comme le grand frère. Donc, quand j'ai évoqué cette question, c'est quoi? J'ai dit, mais attention, vous engagez une révision constitutionnelle alors qu'il est porté à tête à l'exil territorial du Mali. Qu'est-ce qu'on répondait à l'époque, y compris les politiques? Ils disaient non, en fait, non, il n'y a pas de problème parce que l'accord d'Alger reconnaît l'intégrité territoriale du Mali. C'était le premier argument qui ne tenait pas debout, naturellement. Eux-mêmes, ils savaient la preuve. Ils ont dit se repositionner. Comment? Là, je note quelque chose. Vous savez, cette question, moi, j'ai suivi le débat à l'Assemblée. Parce que la question est venue à l'Assemblée. Qu'est-ce que le ministre et sa majorité ont dit? C'est comme ça qu'on a sorti
de la boîte. Vous n'êtes pas politique, Non, s'il vous plaît, monsieur, professeur, la méthodologie par rapport à cette émission, il n'y a qu'à parler des textes. Non, la méthodologie, il y a un modérateur pour le débat. S'il vous plaît, monsieur Fomba, il faut qu'on fasse cette précision. La méthodologie, et on s'est tombé d'accord dès l'entame, que chacun laisse chacun aller au fond de ses idées. Tout le monde va avoir la parole, c'est la force des arguments. Monsieur Fomba. Donc, à l'Assemblée, on a sorti un autre argument du chapeau. On dit non, tiens, ah oui, non, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité au Nord parce qu'il n'y a pas de puissance étrangère qui sont venues occuper le Nord. Mais vous savez, ça fait seulement sourire ça, cet argument-là. Ça fait sourire pourquoi? Ils sont allés s'accrocher à une expérience constitutionnelle française. Parce que vous savez, notre constitution quand même est fortement inspirée de cette constitution. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en France? Au début, avec l'occupation, alors en 1946, la Constitution a dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution lorsque le territoire est occupé par des troupes étrangères. Donc nous, on s'est accroché. Ici, le gouvernement s'est accroché à ça. Pendant que, en 1958, la France a biffé le mot occupation étrangère de la Constitution de 1958 pour dire qu'on ne peut pas réviser lorsqu'il est porté à terme à l'unité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je renvoie maintenant au livre de droit constitutionnel. Je le renvoie particulièrement aux commentaires de la position française rédigée par François Michel et Gérard Collin. Je le renvoie au manuel de droit international public de Alain Perrin notamment pour lire, et je veux vous citer une dizaine de manuels comme ça. L'intégrité territoriale, pour faire simple, c'est pas compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays, sur l'ensemble de son territoire national, doit pouvoir exercer l'ensemble des compétences étatiques. L'ensemble de l'autorité étatique doit être exercée par tous sur le territoire national. N'entrons pas dans le débat académique. À Kidal, oui ou non, l'État exerce ses compétences territoriales? La réponse est non, non et non. C'est pas vrai, le Mali est absent. Excuse-moi, je vais avancer deux arguments. Vous savez, il a fait allusion à l'avis de la Cour. Qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a dit très bien. À Kidal et partout ailleurs, il n'y a aucun problème. L'État est présent à travers son administration, les collectivités territoriales, les autorités, tout le monde est présent, aucun problème. C'est des élus. Attendez, il dit les élus, l'administration, tout le monde est présent. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. Ça, c'était le 6 juin. Le 12 juin, devant les députés à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, qui est le chef de l'administration, de par la Constitution, à son article 53, donc c'est lui qui est le mieux placé pour dire si effectivement l'État malien, à travers l'administration, est lui ou non présent à Kidal. Qu'est-ce qu'il a dit aux députés? Il a dit, tiens, monsieur les députés, vous savez, aujourd'hui, l'administration est absente sur des parties du territoire, donc notamment à Kidal. À Kidal, l'administration est absente. Le Premier ministre, c'est lui qui est le chef de l'administration. D'accord. Vous voyez? Donc, quand on vient nous développer des théories parce que les États ne sont pas venus occuper, c'est tellement extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, moi, je vais former un groupe rebelle. Je vais occuper quelle est votre région? Non, s'il vous plaît. J'occupe mes régions. J'occupe mes régions. Je ne suis pas étranger. Je chasse l'État. L'intégrité territoriale du Mali est intacte. C'est ça. D'accord. Ok. Monsieur Younous Amé Diko, et pourtant, dans le nouveau projet, il y a des innovations. Par exemple, quand on essaie de mettre un terme au nomadisme politique, quand on essaie de faire en sorte que les Maliens de la diaspora siègent au niveau de l'Assemblée nationale, pour vous, c'est peut-être des innovations? Ça révolutionne? Non. Pour moi, c'est des avancées de la démocratie. Et par rapport au nomadisme politique, je crois qu'il fallait mettre un terme à cette fourberie. C'est là la fourberie. Ceux qui sont élus sous les drapeaux des partis politiques donnés et qui après courent dans d'autres partis pour avoir des avantages. Ils affaiblissent la démocratie, ils affaiblissent l'honneur des élus par rapport aux populations. Et je crois que c'est nécessaire de prendre des dispositions pour que notre peuple soit respecté, que son vote soit respecté, que notre dignité soit respectée et que nos valeurs soient respectées. Donc on a mis fin à ça à travers la loi.
Et je pense que, en ce qui concerne les Maliens de la diaspora, les Maliens de la diaspora, nous avons toujours milité. Personnellement, mon parti a toujours milité pour que les Maliens de l'extérieur aient des députés un peu comme le nombre de conseillers régionaux. Les régions ont à peu près 8 conseillers, etc. etc. Je me dis qu'on pourrait au moins considérer la diaspora comme l'équivalent d'une région, les faire représenter par des conseillers au même nombre, au même titre qu'une région, et les faire représenter par des députés selon la loi en vigueur. Aujourd'hui, la Constitution a pris cela en compte. Je m'en félicite et je félicite aussi nos concitoyens de l'extérieur parce qu'ils se sont battus pour ça et je crois qu'ils le méritent. C'est une avancée de la démocratie. Okay. Monsieur Dramé, les reproches que certains ont fait à la plateforme Ante à Bana, c'est d'être un peu restrictif. Ante à Bana, on n'est pas d'accord au point final, il n'y a pas d'ouverture possible. Est-ce que vos reproches sur la forme peuvent peut-être vous empêcher d'aller à l'intérieur de ce projet et de noter certaines innovations comme celles dont on vient de parler, la fin du nomadisme politique, le siège des Maliens de la diaspora aussi? Je pense que quand un homme refuse, il doit dire non. Ceux qui pensent que cette révision est un bricolage, que ce n'est pas une révision digne de ce nom, que des gens se sont évertués à bricoler la constitution démocratique du peuple malien, ceux qui le pensent, ils doivent le dire. Et c'est pourquoi ils ont dit en tête, à Bana. Quand on refuse, on dit non. Je crois que c'est Samori Touré d'ailleurs qui a dit ça. Quand un homme refuse, il dit non. Et nous disons non au tripatouillage de la constitution démocratique du peuple malien. Bien sûr qu'on peut en y regardant trouver une ou deux avancées, telles que la fin du nomadisme, l'introduction de la proportionnelle, ou d'une dose de proportionnelle, etc. Le reste, avions-nous vraiment besoin de la Constitution pour le vote des Maliens à l'extérieur? Ce sont des difficultés techniques auxquelles le gouvernement du Mali a été confronté depuis l'avènement de la démocratie, depuis 1991. Ce n'était pas dans la Constitution. La volonté politique avait été exprimée de faire représenter les Maliens de l'extérieur au sein du Parlement, mais on s'est heurté à des difficultés. On dirait que cette administration n'a pas de mémoire. Qu'il y ait des pays qui ont dit non, jamais il n'y aura d'organisation de vote pour des étrangers sur notre territoire. Mais la mémoire a disparu, personne ne s'en occupe. Et on vient jeter de la poudre aux yeux des Maliens de l'extérieur en disant on va mettre ça dans la Constitution. On verra comment cela va se mettre en pratique. Donc, je veux dire, le problème n'est pas les avancées ça et là. Le problème, c'est ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ne touche pas à un consensus en dehors d'un consensus. Et ce n'est pas la forme, ce n'est pas du dérisoire. Deuxièmement, on ne divise pas un pays qui est déjà divisé. Cette révision divise le pays. Vous avez vu, il n'y en a que pour la révision constitutionnelle. Pour ou contre. Le pays est suffisamment divisé, vous vous rendez pas compte? Jamais l'ethnie et la tribu n'ont été autant mises de l'avant dans notre pays. Vous voyez Kidal aujourd'hui, la guerre civile qui est là-bas. Vous voyez le centre du pays. Il y a 2 ans, nous n'avions pas de question Peul. Et grâce à la compétence du gouvernement de la République du Mali, on se retrouve aujourd'hui avec une question Peul. Grave, sérieuse. Le pays est divisé. Les tensions entre Bambara et Peul, dans la zone du Karéri, là, entre Massina, Nyono, etc. Les tensions entre... Mais voilà les réalités dont un gouvernement responsable devrait s'occuper. Au lieu de faire cela, non. Mais venons à la révision constitutionnelle. Je repose ma question aux tenants du régime. Pour quelle raison la défense de la patrie et de l'intégrité du territoire n'est plus une question importante pour vous pour l'enlever de la Constitution? Pour quelle raison? J'aimerais bien qu'il le dise. C'est pas lui de me poser. Non, c'est bon. Les innovations sont tellement... Je vous ai dit que c'est la synthèse de toutes les innovations passées. Tout ce qui avait été acté et accepté est dedans. Aujourd'hui, il vient de parler du scrutin mixte. C'est une avancée. Et la question préjudicielle de constitutionnalité, il n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, une loi
qui auraient échappé à la censure de la Cour constitutionnelle peut être rétroactivement déféré devant la Cour, parce qu'il faut le savoir, seules les lois organiques sont obligatoirement soumises à la censure de la Cour. Une loi ordinaire peut passer. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle, on peut revenir là-dessus et remettre ça en cause. De toute façon, tout ce qu'on dit là, je ne suis pas consulté, ça ne va pas. C'est très important. Non, je ne vous ai pas dit, parlons du texte. Parce que jusqu'à présent, vous aurez remarqué que le texte là, on dirait, on parle que de la forme. Le serment. Le serment, ça c'est des fautes de coquilles, ça c'est pas un problème. Le serment n'a pas été changé. Tout ce qui a été changé, on avait dit séparer devant le peuple et devant Dieu. Comment vous allez faire pour remettre la phrase? Ça c'est pas un problème. Comment vous allez faire? L'article 29 dit que vous allez faire comment? L'article 29 de la France. Allez-y, monsieur Sissoko, si vous voulez dit que c'est omis. L'article 29 dit que le président de la République est le garant de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. Il est le gardien de la Constitution. Déjà dans ses attributions, ça fait partie. On peut parler du serment. C'est même pas élevé. Il n'a pas besoin de On peut laisser M. Sissoko terminer et puis on le serment est dans la loi. Les gens sont en train de s'agripper sur des projets qui ont circulé. Je vous dis que la référence, c'est la loi. Mais quand même, c'est quand même simple. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas peut-être la suggestion au niveau du gouvernement, peut-être qu'il n'a pas su mettre à disposition du public le travail? Il n'y a pas de bricolage. C'est-à-dire que si on connaît la procédure de révision, si on connaît la procédure de révision, si on connaît, on se rend compte que seul fait foi la loi. D'accord. Donc c'est évident. Maintenant, si on n'a rien à dire, on dit le projet est mauvais, mais le projet ne compte pas. C'est la loi qui compte. D'accord. Ok, c'est la loi, oui. Il a dit la loi. C'est-à-dire ça. Hein? Je ne sais pas ce que c'est ça. Non, c'est ça la loi. Non, non. Et quelle est la loi? La loi est là. La loi est signée par le président de l'Assemblée. Non, la loi est publiée au journal officiel. C'est ce que la Constitution dit. La loi est publiée au journal officiel. D'accord. Ce qu'on va faire, s'il vous plaît. La loi est là. On va laisser M. Fomba réagir. Après, on fait un tour de table. On parle un à un, on ne pourra pas s'entendre. Mais il faut qu'il parle de la loi. Je vais lui dire une chose. S'il vous plaît, désolé pour les grands frères Sissoko. S'il vous plaît, M. Fomba, donnez votre point de vue. On a dit, lui-même a dit de parler que de la loi et laisser le projet. Parce que le projet est rentré à l'Assemblée. Il a été amendé et tout. Un document officiel est sorti. Et le document officiel, le support officiel où on publie les textes de la République, c'est le journal officiel. Donc, si on veut se prononcer sur les textes officiels de la République du Mali, on ne va pas chercher dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, on se rend au secrétaire général du gouvernement pour chercher le journal officiel. Et voici la loi constitutionnelle publiée dans le journal officiel. C'est ça qui fait foi. Ce qui est écrit là-dessus, le serment, on a sauté la partie qui fait obligation au président de la République de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité territoriale. Ça a été supprimé ici, dans le document officiel. S'il vous plaît, M. Fomba, la parole. L'observation que ça a été sauté. Je vais répondre de la défense de la patrie. S'il vous plaît, monsieur Vous savez, s'il vous plaît, ce qui m'a même tiqué, qui est encore très grave, c'est quand on dit ces parties-là qui ont été supprimées, que non, ce n'est pas un problème, on va les mettre. Mais celui qui dit ça, je le renvoie à l'arrêt 2001 de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? La Cour constitutionnelle a dit que lorsqu'il y a des coquilles dans le texte officiel envoyées devant elle pour changer ces coquilles, on ne peut pas s'enfermer dans un bureau climatisé. Qu'est-ce qu'on fait? Le président fait usage de sa capacité à renvoyer ces textes en seconde lecture. Et c'est l'Assemblée seule qui peut porter les collectifs. C'est pas moi qui dis, je renvoie un petit second à l'arrêt de la prochaine. D'accord, on va avancer. S'il vous plaît.
pour quelle raison vous avez sauté l'indépendance de la patrie et la défense de l'intégrité? Est-ce que ce n'est plus important pour vous? Je ne suis pas secrétaire. Ce n'est plus important pour vous? D'accord. On va rester dans le débat. Ne mettons pas la terre. Fomba lit ce qu'il a dit là, ces décrets portant convocation du collège électoral ou quoi. Attention, ne nous parlez pas de ces décrets. Non, c'est ça qui a été. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas parlé de ces décrets. Moi, j'ai la loi ici. La loi est là, avec la signature du président de l'Assemblée nationale. Une loi C'est pas bien dit. C'est pas bien dit. Non. Monsieur Sissoko, J'ai dit voilà la loi. Moi, je discute de la loi. Lisez l'article 37. Hein? Non, je peux lire S'il vous plaît, lisez l'article 37. Je peux lire l'article 37. Oui, confronté. Lisez l'article 37. Le serment. Lisez le serment. d'accord. Lisez le serment et vous verrez. S'il vous plaît, monsieur. Mais ça en attendant que. Alors, on vous écoute. Alors, le président, je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter, de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale. Je m'engage sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation du. Il ne sera même pas compte que ce n'est pas Non, Les résultats d'indépendance de la patrie. Ça ne sera pas compté. Il ne sait pas. Ça a été lu dans le serment. Il ne sait pas. D'accord, ok, c'est pas dans la question. Je ne sais pas que c'est S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Sissoko n'a pas fini. Allez-y. J'ai vu les observations de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est des erreurs matérielles. D'accord. Qui seront corrigées. C'est ça dit. Mais j'ai dit dans la Constitution dit que le président est le gardien de l'intégrité du territoire. De la loi. D'accord. De toute façon, c'est pas le débat. De toute façon, s'il vous plaît, Vraiment, ça soit corrigé. monsieur Dramé, Je voudrais que les téléspectateurs actent ouais, que le gouvernement de la République du Mali a sauté un pan entier du serment que le président doit lire avant d'entrer en fonction. D'accord. Les indépendances de la patrie, On n'est pas d'accord. L'intégrité du territoire ne sont pas des questions importantes pour vous. Ce qu'il dit, ça, Et on le voit là. s'il vous plaît, non, on va s'écouter, on va vraiment, on va s'écouter, on va sortir de l'article 37. De toute façon, c'est une émission en direct. Les téléspectateurs sont suffisamment avertis pour prendre les avis, les opinions des uns et des autres. On va pas vraiment s'embourber autour de l'article 37. On va avancer dans le débat. Il y a également le Sénat, professeur Youssame Diko, qui est prévu. Il y en a qui pensent que c'est budgétivore, d'autres disent que le Mali n'a vraiment pas besoin d'une deuxième chambre. Et pour les partisans du oui, la convention de la majorité, c'est une autre avancée. Le Sénat. Le Sénat est forcément une autre avancée. Parce que le Sénat complète, je dirais, la carte des institutions démocratiques telles que le Parlement, telles que l'Assemblée nationale, et nous obtenons pour la première fois en République du Mali ce que les experts appellent un Parlement. Et deux chambres délibérantes sont certainement une avancée. Le Haut Conseil de collectivités dont le ministre Tcheblé avait parlé n'avait pas le pouvoir d'être une deuxième chambre. Et le Haut Conseil des collectivités, si on le transformait en Sénat parce que les gens avaient demandé ça, il aurait été budgétivore de la même manière. Et si aujourd'hui le Sénat vient compléter le domaine démocratique du débat au niveau des assemblées, nous pensons que c'est une avancée considérable et qui permet aussi de toucher les régions, de faire émerger des cadres des régions. Parce que c'est ça le problème du Mali. Il n'y a pas assez de ressources humaines pour gérer le pays. Et avec la carte qui se décide des régions du Mali, plus le Sénat, nous allons avoir toutes les frustrations qui vont être dominées au niveau des populations rurales, qui pourraient avoir des conseillers, des hauts conseillers,
des conseillers municipaux, des conseillers de cercle, des conseillers de région, un Sénat, une Assemblée nationale. Je crois que ça permet de donner un coup de fouet au cadre